Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit l'économiste congolais Firmin-Édouard Matoko. Le candidat à la direction générale de l'UNESCO aborde avec nous ses ambitions et ses stratégies. Monsieur Matoko, bienvenue sur Africa 24. Vous avez servi pendant plus de 25 ans au sein de l'UNESCO, notamment comme sous-directeur général pour l'Afrique. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer à la course pour la direction générale de l'institution? De quelle manière pensez-vous que votre parcours pourrait influencer votre élection à la direction générale de l'institution et quelle est votre vision de l'UNESCO? Alors, 3 décennies qui m'ont permis de connaître cette organisation, j'allais dire, dans tous ses recoins, aussi bien au siège à Paris que sur le terrain, comme on dit chez nous, dans notre jargon, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans la région arabe, enfin dans les 5 régions qui composent les groupes à l'UNESCO. Et 3 décennies qui m'ont aussi de comprendre les différents mécanismes par lesquels l'UNESCO peut être plus opérationnel, plus efficace. Je vous ai dit, j'ai passé la moitié de ma carrière sur le terrain, au plus près des populations bénéficiaires, des États membres, des autorités, des organisations de la société civile, à promouvoir les idéaux de l'UNESCO, les valeurs humanistes que nous défendons. Et c'est cet amour et cette foi envers les idéaux et la noble mission de l'UNESCO qui motive ma candidature aujourd'hui et qui me permettent de penser qu'avec cette expérience accumulée à différents échelons et notamment au cours des dernières années à un niveau de leadership, comme on dit, et ayant assumé notamment dans la dernière décennie la fonction stratégique de sous-directeur général pour l'Afrique et les relations extérieures. Donc bien au-delà du continent africain, j'ai développé ce sens de relations publiques, ce sens de diplomatie, d'interaction avec les gouvernements, avec les partenaires privés, avec les partenaires de la société civile, avec les réseaux académiques qui travaillent avec l'UNESCO, dans des dossiers aussi importants que la gestion des grandes crises, des conflits que nous connaissons aujourd'hui, dans l'élaboration de projets de développement dans des domaines tels que l'éducation, la culture. Et je pense que je possède aujourd'hui ces atouts qui me permettent d'être opérationnel pour l'organisation et d'apporter quelque chose de plus à cette organisation qui aujourd'hui, comme tout le système des Nations Unies, souffre d'une crise de confiance. Alors, vous parlez de ma vision, je pense que d'abord, elle est fondée sur le mandat principal de l'organisation, de l'UNESCO, qui est une agence intellectuelle et technique et qui est, de par sa constitution, l'agence qui doit construire dans les esprits des femmes et des hommes les prémices, les défenses de la paix. Et alors, première priorité, c'est de replacer ce mandat au cœur du système des Nations Unies, au cœur du système multilatéral. Une agence qui réfléchit, une agence qui pense pour le futur, une agence qui sert en quelque sorte de boussole pour l'humanité et qui le fait dans ses domaines de compétences, je les cite rapidement, éducation, culture, sciences, communication, information. Et si je parle d'éducation, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, ce qui est important, au-delà de garantir l'accès à l'éducation pour tous, ce qui est important, c'est qu'une éducation de qualité. Et au-delà de la formation des enseignants qui se fait déjà et que je voudrais renforcer, notamment dans les pays les moins avancés, au-delà de la révision des matériels pédagogiques ou l'adaptation des programmes scolaires aux enjeux contemporains, moi il me semble que dans un
monde où les jeunes perdent beaucoup de leurs repères, où le doute s'installe à tous les niveaux, où l'éventualité de conflits de quelque type qu'ils soient. Sachez que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, comme on le dit si souvent, c'est apporter une éducation qui soit à la fois citoyenne, qui permette à tous les jeunes, mais qui permette à toutes les strates de la société, et même les leaders d'ailleurs, de construire vraiment des sociétés pacifiques, appeler éducation à la paix, aux droits de l'homme, à la démocratie, à la citoyenneté mondiale. Le fond, c'est d'aller au-delà de la simple connaissance en éducation. Nous avons des domaines aussi prioritaires sur lesquels je voudrais apporter plus de ressources et plus de visibilité, plus d'impact pour l'UNESCO. C'est le patrimoine culturel, notamment les pays qui sont les moins représentés en Amérique latine, une partie de l'Asie et l'Afrique. Je souhaite renforcer les capacités des entités qui sont appelées à présenter ces dossiers au Comité mondial du patrimoine, au Comité du patrimoine mondial, car c'est du travail très technique, c'est du travail très spécialisé, et malheureusement, beaucoup de nos gouvernements, de nos États membres, de nos fonctionnaires, des services publics qui doivent préparer ces dossiers n'ont pas cette capacité. Donc renforcer, avoir un programme de formation et de renforcement des capacités dans ce domaine-là. L'UNESCO consacre près de 45% de son budget ordinaire à l'éducation. Si vous êtes élu à la tête de l'institution, quelles seraient vos priorités pour renforcer le rôle de l'organisation dans la réduction des inégalités éducatives, notamment en Afrique, où près de 98 millions d'enfants et de jeunes restent non scolarisés? Alors parlons de l'éducation dans le sens large, parce que quand on parle d'éducation, on voit l'école primaire, l'école secondaire et peut-être le tertiaire. Et moi, je veux embrasser tous les segments de l'éducation, non formelle, alphabétisation, informelle, formation technique et professionnelle, très important. Je veux que les programmes qui existent déjà, mais auxquels je voudrais donner une nouvelle dimension, aussi bien technique que financière, et notamment pour l'Afrique, soient renforcés dans ce qu'on appelle, nous, le secteur de l'éducation. Mais je dirais plus que cela. En termes de ressources, effectivement, il s'agit de mobiliser de plus en plus de ressources. On estime que pour atteindre les objectifs de 2030, il faut près de 800 millions, 1 million de dollars pour atteindre ces objectifs. On peut être beaucoup plus opérationnel en aidant les gouvernements à investir mieux dans l'éducation, en aidant les gouvernements à mieux maîtriser les dépenses budgétaires qui sont allouées aux services comme l'éducation, au secteur comme l'éducation. On peut aider les États membres à travers nos instituts, l'Institut de la planification et éducation, l'Institut de formation de capacité de renforcement des capacités à Addis Abeba, je parle seulement de l'Afrique, mais si je m'étends à d'autres continents, nous avons des instituts spécialisés auxquels je voudrais donner plus de moyens d'aider à développer des politiques publiques dans ce sens-là. Et je crois que le meilleur moyen, au-delà de mobiliser la communauté mondiale, ce que je voudrais renforcer le rôle de l'UNESCO, notamment dans ce qu'on appelle la coalition mondiale pour l'éducation, bien sûr, pour lequel nous assurons le leadership, mais je voudrais être plus près des États membres à travers notre réseau de bureaux hors siège, avec une expertise beaucoup plus avancée dans ces domaines-là pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous avez piloté plusieurs programmes phares de l'UNESCO sur la production des cultures africaines et le patrimoine immatériel. Quelle place souhaitez-vous donner à la diversité culturelle et au dialogue interculturel dans un contexte mondial marqué par des tensions et replis identitaires? Alors, vous savez que l'UNESCO a 5 fonctions, dont 2 sont essentielles. C'est le laboratoire d'idées, c'est ce que je disais au départ, cette réflexion prospective, anticipatoire,
sur les grands enjeux contemporains que nous devons offrir à toute la communauté internationale. Et vous vous souviendrez certainement des grands rapports sur l'éducation, le rapport Jacques Delors, le rapport sur la culture, Pérez de Cuellar, et les rapports périodiques que nous faisons dans différents domaines, notamment la science, par exemple. Et il y a une fonction qui est très, très importante, c'est la fonction normative. Nous avons un arsenal de conventions, recommandations dans tous ces domaines. Je voudrais en citer à part, avant de revenir à votre question, la première convention pour lutter contre la discrimination en éducation qui existe en 1958 a été établie par l'UNESCO. La dernière disposition normative qui s'intéresse aux nouvelles technologies, au numérique et à l'intelligence artificielle a été adoptée il y a 3 ans à l'UNESCO, et c'est la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et entre-temps, revenons à la diversité culturelle, nous avons la Convention 2005 sur la diversité, la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui contient un certain nombre de recommandations, de normes, justement pour promouvoir la diversité culturelle, le dialogue interculturel, notamment par différents programmes d'assistance technique aux États membres et par des fonds spéciaux, les fonds pour la diversité culturelle, qui d'ailleurs, je dois le reconnaître, ont été ces dernières années souffrent de financement, et je voudrais relancer ce processus d'appel de fonds, d'appel aux donateurs pour pouvoir renforcer ce fonds interculturel, ce fonds pour la diversité culturelle qui est important, hein, qui permet aux États membres de développer des politiques publiques dans ce sens, d'aider les créateurs, les jeunes créateurs, les nouvelles industries culturelles à se développer comme on le fait pour des petites et moyennes entreprises. L'UNESCO dispose d'un budget d'environ 1,5 milliard de dollars par an. Quels changements ou réformes de gouvernance envisagez-vous pour garantir plus d'efficacité, de transparence et une meilleure représentativité des États membres, en particulier ceux du Sud? Alors, il y a plusieurs dispositions que moi j'envisage. La première, il nous faut absolument renforcer notre capacité à détecter des talents et des jeunes et à leur offrir, à travers des bourses qui existent déjà, à travers des programmes de volontariat, mais pas seulement à Paris, parce que effectivement, tout le monde pense qu'on peut entrer à l'UNESCO, on peut être jeune et puis offrir ces services de volontariat ou de stage au siège à Paris. Nous avons tout un réseau de bureaux sur le terrain qui peuvent accueillir des jeunes volontaires nationaux et qui peuvent augmenter en faisant carrière la représentativité, notamment de l'Afrique, au sein des institutions internationales. Et je crois que c'est le meilleur moyen de le faire à travers des bourses, à travers ces programmes de volontariat qui peuvent être financés par des pays donateurs. Et je souhaite renforcer ces programmes-là pour l'Afrique. Vous avez été sous-directeur général de l'UNESCO pour la priorité Afrique et les relations extérieures pendant une dizaine d'années. Quel bilan dressez-vous? Alors, si vous me permettez, pour bien comprendre le processus de la priorité Afrique, ce qu'on appelle à l'UNESCO, les moins jeunes que vous se souviendront que dans les années 80, le continent africain passait une période de perdition catastrophique, famine, sécheresse, et personne ne pensait que l'Afrique aujourd'hui aurait une croissance aussi forte, comme la Commission économique pour l'Afrique le démontre, et des pays, une douzaine de pays qui ont des taux de croissance à double chiffre et qui font partie des BRICS. Au même titre que les plus grandes puissances économiques de ce monde. À cette époque, le secrétaire général des Nations Unies lançait ce qu'il appelait un programme spécial pour l'Afrique. Et l'UNESCO, dans la même foulée, lançait un programme qui s'appelait Priorité Afrique, et donc qui
déjà a plus de 25 ans d'existence. Et ce qui est important, c'est que puisque vous me donnez mon bilan, depuis une dizaine d'années, développé ce qu'on appelle un document de stratégie opérationnelle, où on peut voir de manière tangible l'impact de l'UNESCO sur le terrain. Nous avons étoffé notre présence sur le terrain par des bureaux dans les différentes régions. Nous en avons une quinzaine qui opèrent au plus près des États membres, en renforçant l'expertise et en mobilisant. C'est la région dans laquelle nous mobilisons le plus de ressources extra-budgétaires. Par des contributions des pays donateurs, l'Union européenne, les pays nordiques, puis vraiment les pays asiatiques, la Chine, le Japon, etc. Deuxièmement, nous avons également, et je le disais tantôt, c'est en Afrique qu'on a commencé la première réflexion sur l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Troisièmement, c'est en Afrique où la question de la restitution des biens culturels, qui devient un sujet d'actualité, c'est à partir de l'Afrique qu'on voit les premiers résultats de la restitution de ces biens culturels. Il ne faut pas que les Africains croient que c'est seulement en Afrique qu'on doit restituer des biens. On doit restituer des biens aussi en Amérique latine, en Asie, certains pays qui ont été sous domination coloniale, ou tout simplement qui, comme aujourd'hui au Soudan, subissent le trafic illicite des biens culturels à cause des situations de conflit. Je crois que tout cela et le bilan institutionnel, c'est d'avoir établi une coopération stable et constante avec les organisations continentales et régionales, comme l'Union africaine. J'ai développé des accords de coopération technique avec l'Union africaine. J'ai été le premier représentant de l'UNESCO à Addis Abeba du bureau de liaison, directeur du bureau de liaison avec l'Union africaine. Nous avons, l'UNESCO a développé avec l'Union africaine des stratégies continentales sur l'éducation, les sciences et technologies et les formations, maintenant sur l'intelligence artificielle en Afrique, grâce à mon département, et j'entends poursuivre cette œuvre. Je voudrais poursuivre et renforcer encore plus au-delà de l'Union africaine. J'entends poursuivre encore l'action avec les organisations régionales comme la CEDEAO, la CEMAC. Avec le retrait des États-Unis de l'UNESCO, l'organisation pourrait manquer de ressources financières. Comment comptez-vous mobiliser les ressources financières afin de mettre en œuvre les nombreux projets et programmes de l'UNESCO sur le terrain? Alors, je vais préciser que dans le montant global que vous avez indiqué, en fait, il y a deux sources de financement. Il y a les financements qu'on appelle, nous, les contributions obligatoires, on dirait en termes moins techniques, les cotisations des États membres au fonctionnement de l'organisation. Et vous avez ce qu'on appelle les contributions volontaires des États membres aussi, de pays donateurs ou de fondations, de secteurs privés, etc., sur des opérations, sur des projets bien spécifiques. Et en fait, c'est la combinaison de ces deux sources de financement. Alors, nous allons perdre certainement environ 20% qui était la quote-part des États-Unis, certainement. Mais au cours de ces 20 dernières années, vous aurez noté que ce n'est pas la première fois que les États-Unis ne contribuent pas à l'UNESCO. Nous avons des mécanismes, l'UNESCO a des mécanismes internes qui permettent de mobiliser des fonds extra-budgétaires. Moi, je voudrais aller plus loin sur trois domaines. Vous parliez de la représentativité, je parlais des jeunes du Sud à qui il faut donner des opportunités d'entrer, par exemple, dans le système. Je crois que je vais renforcer les programmes de coopération Sud-Sud. Il y a, en termes de formation d'abord, parce qu'il faut avoir quand même des compétences, l'expertise, etc. Et il y a des façons, entre nous, membres du Sud global,
Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, hein, même en Afrique, des universités qui sont plus avancées que d'autres. Il faut qu'on fasse ce partage de connaissances-là. On peut faire de la coopération triangulaire, nord, sud, sud. Et ça nous permet en même temps de combiner l'expertise technique des pays du Sud. Je vois par exemple l'Inde, les universités en Inde qui accueillent beaucoup d'Africains sur des projets qui se font en Afrique par exemple, avec des financements européens, ce sera le Nord. C'est ça le triangle. Et ça, je crois qu'on peut mieux exploiter cette ressource-là. Et enfin, il y a le secteur privé. Le secteur privé à l'UNESCO, il représente très peu dans les contributions volontaires, bien qu'il y ait tout un mécanisme, mais je voudrais ouvrir, j'allais dire, la porte au grand secteur privé. Évidemment, avec des directives bien précises. Nous sommes quand même une organisation des Nations Unies avec une certaine non à but non lucratif. Nous sommes une organisation intergouvernementale, donc il faut. Mais je pense, par exemple, je le dis toujours, je pense notamment aux grands groupes qui contrôlent le numérique dans le monde. On ne peut plus se passer du numérique. Et dans les priorités que j'ai énumérées, justement, c'est l'intelligence artificielle, ce que nous avons déjà fait pour l'Afrique, le forum de l'intelligence artificielle à Benguérir, dans une université polytechnique beaucoup plus avancée que certaines universités européennes. En 2018, la première réflexion que nous avons organisée, que j'ai organisée d'ailleurs quand j'étais directeur du département Afrique, sur l'intelligence artificielle. Je veux aller plus loin avec la transformation numérique de nos institutions, de nos universités par exemple, par la formation des enseignants et par la mise à disposition des équipements nécessaires. Et pour le faire, il faut travailler avec les grands producteurs d'ordinateurs, d'équipements informatiques, bien sûr. La révolution numérique et l'intelligence artificielle transforment l'accès au savoir. Comment comptez-vous orienter les actions de l'UNESCO pour que ces outils profitent réellement aux jeunes, notamment dans les pays en développement où moins de 40% des écoles ont accès à Internet? Alors, il y a quand même, il y a tout de même, je vais vous parler de notre fonction normative. C'est bien, il faut avoir des équipements. D'ailleurs, aujourd'hui, l'accès à Internet, elle est largement répandue, même si c'est par segment, selon la disponibilité d'énergie à une grande partie de la population africaine, et même dans les écoles, les équipements informatiques. Quand vous allez dans les écoles en Afrique, vous voyez bien qu'il y a des ordinateurs, etc. Voilà. Mais il y a quand même, pour nous, l'UNESCO, une problématique importante. C'est qu'il faut éviter ce que nous avons connu dans les premières années de la révolution industrielle, les premières nouvelles technologies qui arrivaient en Afrique, c'est qu'elles ne créent pas de fractures additionnelles dans la société. Aussi bien en termes de discrimination économique, financière, parce que ceux qui ont plus de moyens peuvent avoir accès à toutes ces connaissances et avec bien sûr la capacité d'influencer le reste de la population. Et là on touche un sujet qui vous concerne à vous les médias, qui c'est de la désinformation, les discours de haine qui peuvent être suscités même dans le milieu scolaire, hein, vous voyez, le bullying comme on l'appelle, il y en a en Afrique, hein, aussi dans les écoles où les enfants, tous ces outils-là. Et je voudrais combattre ça, mettre des programmes aussi qui associent en même temps l'introduction du numérique que toutes ces questions qui sont assez sensibles. Je le disais, le seul moyen, je pense, c'est d'équiper de manière équitable les écoles, comme on le faisait dans les années 80-90 avec les radios éducatives, d'équipements qui permettent aux enseignants d'abord, d'être capables d'opérer avec des outils informatiques.
Hein, ouais, donc, parce que c'est des méthodes pédagogiques qui sont différentes que celles d'une école traditionnelle. Et il y a un institut en Afrique que beaucoup d'Africains ne connaissent pas, qui mérite d'être mieux, dont l'action mérite d'être rendue plus visible, et c'est ce que je voudrais faire. C'est l'Institut international pour le renforcement des capacités qui se trouve à Addis Abeba. Donc le siège est à Addis Abeba et qui est justement dédié, créé dans les années 90 d'ailleurs, et c'est un institut de l'UNESCO, dont la vocation est de former des enseignants à de nouvelles formes de pédagogie. Et ça, c'est très important que les Africains le sachent, et surtout les gouvernements, que cet institut existe et est capable de répondre à ces questions d'adaptation de la formation des enseignants. L'on reproche de plus en plus à l'UNESCO une certaine politisation excessive dans son fonctionnement. Comment envisagez-vous répondre à cette critique et renforcer le rôle de l'UNESCO dans le système des Nations Unies pour le développement durable des États membres? C'est vrai, c'est une critique au cours des dernières années, mais je dois dire que ce sont des considérations, surtout dans des situations conflictuelles, où malheureusement, et ce n'est certainement pas la faute à l'UNESCO, mais un contexte international où des conflits largement politisés investissent le champ technique de l'UNESCO. Je pense qu'on ne peut pas affronter des situations complexes comme l'Ukraine, Gaza ou l'Afghanistan, où des milliers de filles n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui, sans quelques considérations politiques. Mais l'objectif, c'est de trouver des mécanismes qui permettent de limiter l'intrusion de ces considérations politiques entre États membres ou dans le secrétariat au cours de nos débats. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec beaucoup plus de concertation, de préparation et de dialogue entre États membres, nous pouvons arriver à réduire la pression du politique dans des débats qui doivent rester techniques. Monsieur Matoko, quel serait votre message à l'endroit des États membres et au peuple du monde pour convaincre que votre candidature représente une chance unique pour l'UNESCO? Quelle empreinte aimeriez-vous laisser si vous êtes élu à la direction générale de l'UNESCO? Le message principal, il vient du contexte international dans lequel nous vivons. Je ne voudrais pas, d'ailleurs, par modestie, et je ne voudrais pas pécher par orgueil, rappeler le parcours exemplaire de Kofi Annan, l'Africain de l'Afrique subsaharienne, qui a avoir dirigé les Nations Unies, et qui, lui, a commencé aussi au plus bas de l'échelle, et au bout de 30 ans de service, de bons et loyaux services, comme on dit, a accédé à cette fonction suprême, avec les résultats qu'on connaît. Et je pense que le message que je veux adresser, c'est qu'en ce moment de turbulence, en ce moment où l'organisation dans son ensemble, je parle du système des Nations Unies, mais en particulier l'UNESCO, vit cette période de crise de confiance, de doute par rapport à sa capacité à être opérationnel, je pense qu'un homme d'expérience, un homme qui connaît la maison, un homme qui a déjà la confiance des États membres pour l'avoir prouvé pendant la dernière décennie où j'ai assumé la fonction des relations extérieures, qui a travaillé avec le personnel, et je pense d'abord la meilleure façon d'apporter des réponses rapides aux problèmes que nous connaissons, sans passer par des réflexions qui peuvent prendre énormément de temps. On n'a pas le temps d'attendre, on doit agir tout de suite. Et cette connaissance me semble être l'atout principal pour ma candidature.
Monsieur Firmet-Édouard Matoko, candidat à la direction générale de l'UNESCO, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage, les formations continues sur Africa 24.